Alors, merci beaucoup Alastair pour l'invitation. Donc, je suis Sébastien Tanaka, je travaille à Bichat. Je suis bien anesthésiste, je ne suis pas dermatologue. Et donc, je vais parler d'éruption cutanée, je précise de l'adulte en réanimation. C'est assez vaste, donc j'ai fait des choix. Et je vais vous faire bosser un peu. Donc, je vais vous demander de prendre vos smartphones et d'aller sur le site du congrès. J'ai des petites questions à vous poser. Vous allez sur la partie interactivité. Alors, il y a aussi des QR codes, mais allez directement sur la partie interactivité, puis il y aura des petits sondages. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Cette slide un peu indigeste, mais c'est un peu fait exprès parce que pour vous montrer que lorsqu'on parle d'éruption cutanée, eh bien, on ouvre 2 tiroirs et le plus gros tiroir, c'est la cause infectieuse. Et ça, dans tous les sens, hein, ça va du purpura fulminans en passant par du Covid, de la fièvre typhoïde, de la dengue, etc. Et donc, c'est effectivement des étiologies auxquelles il faut penser. Et puis, l'autre tiroir, c'est le tiroir cause non infectieuse. Et là, effectivement, on va évoquer bien sûr les toxidermies, mais il faut penser aussi à des vascularites, à des connectivites et toutes les causes effectivement immunoallergiques que nous allons également évoquer. Alors, prenez vos smartphones, s'il vous plaît. Bon, 34 ans, une patiente de 34 ans qui prend du Bactrim dans un contexte d'infection urinaire basse. À J6, elle a un exanthème au niveau du tronc, du dos, de la racine des membres inférieurs et du visage. Et à J12, eh ben, elle a ça. Elle a des décollements cutanés et puis également au niveau de la muqueuse buccale et des organes génitaux. Donc, si ça marche, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, qu'est-ce que vous évoquez en priorité? Est-ce que c'est un DRESS? Est-ce que c'est une pustulose exanthématique aiguë généralisée? Est-ce que c'est une nécrolyse épidermique toxique? Est-ce que c'est un syndrome du choc toxique? Est-ce que c'est une varicelle? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre encore. Eh bien, oui, du DRESS, beaucoup de DRESS. Est-ce que c'est ça? 44 réponses. Donc, une majorité de DRESS. 30% de nécrolyse épidermique toxique. On est sûr sur le DRESS, là? Et je vois des noms qui font ça. Bon, 73% de DRESS, eh bien, c'est pas un DRESS, effectivement. C'était nécrolyse épidermique ou l'aïeul au Steven Johnson. Donc, on va commencer effectivement à parler des toxidermies graves. Donc, nous, en réanimation, c'est les nécrolyses épidermiques, c'est le DRESS, et beaucoup plus rarement, c'est les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées, et encore moins le reste, érythème pigmenté fixe bulleux ou dermatose à IgA. Donc on va commencer effectivement par cela. C'est très rare, c'est moins d'1% des admissions en réanimation. C'est en lien avec les effets indésirables des médicaments et la mortalité est élevée. Et les séquelles également sont importantes. Alors, cette fameuse nécrose épidermique, donc si vous avez moins de 10% de surface, on parle de Steven Johnson. Si vous avez entre 10 et 30, c'est ce qu'on appelle le centre de chevauchement. Et puis, ce qu'on connaît plutôt bien, c'est le Lyell, qui a plus de 30%. Et on voit bien que plus la surface est importante, plus la mortalité, bien sûr, va augmenter. C'est rare, hein, quand même, c'est très rare, c'est entre 2 et 7 par million d'habitants. Ça apparaît globalement dans le mois après l'exposition. Et donc le diagnostic, ça va être initialement une atteinte plutôt du visage, partie supérieure du tronc, racine des membres. C'est des macules qui vont aller confluer de lésions nécrotiques et puis faire des bulles et puis ça va se décoller, comme vous voyez sur cette photo de droite, qui va révéler des zones de derme rouge. Attention, ça atteint également les muqueuses et notamment l'oropharynx, les yeux. Et puis aussi, ce qui fait également la gravité, c'est les atteintes viscérales, à savoir l'arbre trachobronchique et le tube digestif. Alors sur une copie histologique, on voit bien ce décollement et lorsqu'on fait la biopsie, on a une apoptose des kératinocytes avec un infiltrat qui est plutôt à prédominance lymphocytaire. Pour ce qui est de la physiopathe, c'est une réaction d'hypersensibilité retardée contre les kératinocytes, ce qui met en jeu le système HLA, ça va activer les lymphocytes, les lymphocytes T-régulateurs, on va avoir un orage cytokinique qui va jouer effectivement sur les cellules épidermiques qui vont avoir une apoptose. Il y a d'autres voies que cela, hein, ça va dans tous les sens si on prend les schémas dans la littérature. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des prédispositions génétiques, certains HLA, en lien avec certains médicaments. Et donc, par exemple, dans ces différents travaux, on voit effectivement donc, quels sont les médicaments impliqués. On a, disons, le Bactrim, mais on a aussi un syndrome d'anti-infectieux, ou bien la leupurinol, par exemple. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a pas mal de prédispositions génétiques, avec quand même une surpopulation asiatique dans les différentes études qui sont plus exposées que les autres. Quelle est la prise en charge? Alors la prise en charge effectivement de ces Lyell, ça va être l'éviction du médicament et de la déclaration. Et puis un peu à l'instar de nos patients brûlés avec des grosses pertes, eh bien, on va les renutrir et on va bien corriger les pertes hydriques et les troubles hydroélectrolytiques.
On va essayer d'avoir une température ambiante entre 28 et 32 degrés afin de limiter l'hypercatabolisme. Et puis, on va essayer de poser des cathéters en zone saine, mais c'est pas toujours évident. Bien évidemment, c'est très important l'analgésie et l'anxiolyse. Et puis, on va pas forcément les intuber tous, surtout s'il y a des déférences multiviscérales. Et puis, surtout, effectivement, s'il y a des atteintes trachéobronchiques, puisque on pourra faire des toilettes bronchiques, parce qu'on sait, vous avez sur ces photos, qu'on a des fameux décollements qui vont boucher la lumière. Et donc, on va falloir déboucher tout cela, avec également des ulcérations. Dans ce travail de Nicole de Prost de Mondor, dans cette étude rétrospective, il avait comparé les patients qui avaient été ventilés et ceux qui n'ont pas été ventilés. Bien sûr, les plus graves, donc dans la Kaplan-Meier, vous voyez les plus graves, c'est les Lyell, sont davantage ventilés que les autres. Et effectivement, c'est un peu une évidence, mais en termes d'outcome, le devenir est bien plus sombre chez les patients ventilés. Alors sur le management, sur les traitements, est-ce qu'il y a des thérapies spécifiques chez ces malades-là? Alors ce qui est important, c'est que lorsque vous avez la surface cutanée importante, il faut les transférer dans des centres experts, alors soit un centre expert en la pathologie ou chez les brûlés. Et en termes de pharmacopée, eh bien, on est plutôt sur les corticoïdes en première intention intraveineux. Ça peut être sur les cyclosporines ou les anti-TNF ou les immunoglobulines, mais la littérature, c'est pas terrible, hein. Vous voyez ce travail, par exemple, cette méta-analyse sur 3200 malades, eh bien, en fait, les corticoïdes, on est vraiment à la limite de la significativité dans ce travail. Et puis, pas d'effet non plus des immunoglobulines. Mais en pratique, effectivement, les corticoïdes sont utilisés en première intention. La cyclosporine est utilisée dans ce travail français rétrospectif, 200 malades comparés avec ou sans cyclosporine, avec l'utilisation d'un score de propension. Vous avez regardé la proportion de décollement cutané, la répétitisation et puis la mortalité. Et donc, dans ce travail, alors qu'on utilise quand même beaucoup la cyclosporine, eh bien, c'était parfaitement non significatif, les patients traités ou avec ou sans cyclosporine. Ce qui est très important, c'est les soins locaux apportés quotidiennement, qui permettent de réduire les complications infectieuses, d'être atraumatiques, éviter bien sûr de débrider la peau détachable, c'est pas évident. On va pulvériser une solution de chlorhexidine et puis mettre de la vaseline, des pansements hydrocellulaires afin de limiter les forces de cisaillement et absorber bien sûr les sécrétions. Et on parle également des soins importants au niveau des muqueuses et en particulier des yeux. Voilà pour cela, pour les Lyell. Je passe assez rapidement sur le DRESS également que vous aviez cité en première lecture. Alors c'est pareil, ces médicaments également, 2 à 6 semaines après exposition médicamenteuse. C'est un peu plus fréquent chez les patients traités par antibiotiques. C'est 1 sur 10 000, ce qui est quand même pas mal quand même, hein. Et la sémiologie dermatologique, c'est plutôt un œdème de la face initiale, avec un rash morbilliforme sur plus de 50% de la surface cutanée, constamment de la fièvre, et puis des défenses d'organes. Alors ça peut être du foie, le cœur, le poumon, le rein, de la numération, en particulier de l'hyperéosinophilie, mais pas toujours. Et puis on a souvent associé des réplications virales dans ce contexte-là, avec une mortalité qui est quand même assez importante, hein. On peut aller jusqu'à 50%. Alors c'est assez polymorphe, hein, sur la sémiologie effectivement dermatologique, et le diagnostic il n'est pas simple. Déjà parce que c'est rare, et quand on en a, c'est pas évident. Vous avez ce travail de Antoine Kimoun qui avait regardé en rétrospectif en fait sur 51 réanimations françaises que finalement 21 patients suspects de DRESS. Et en fait, en vrai, quand on se comprend cette cohorte de patients, 70% étaient choqués, constamment de la fièvre, et puis des défaillances d'organes. Et l'idée, c'est que souvent, c'est difficile. On a souvent un diagnostic qui est difficile à faire, parce qu'on a souvent un état de choc sans documentation microbiologique. On pense à un choc septique, mais en fait, ce n'en est pas un. Avec des défaillances d'organes, et puis avec des éruptions cutanées qui sont un petit peu retardées, et donc ce qui rend difficile effectivement le diagnostic et la prise en charge. Alors les médicaments, écoutez, c'est souvent des anticonvulsivants, mais pas que. Encore une fois, il y a aussi des anti-infectieux, des antibiotiques, antiviraux, etc. Avec également, sous la physiopathologie, qui est un peu plus mal comprise, c'est encore une fois de l'hypersensibilité dirigée contre les kératinocytes, avec ici plutôt des IL-5 en lien avec une hyperéosinophilie. Je l'ai dit tout à l'heure, une réactivation virale et aussi une prédisposition génétique. L'histologie, on va avoir de l'inflammation et d'un infiltrat inflammatoire avec pas forcément que des éosinophiles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on va l'avoir au niveau du cœur, du foie. Alors, on va pas forcément faire des biopsies à ce niveau-là. Par contre, faites des LBA, parce que lavez vos patients, parce que on a fréquemment des alvéolites éosinophiliques chez ces patients. La prise en charge, on va éviter effectivement d'utiliser le traitement. On va utiliser les dermocorticoïdes dans les formes peu sévères. Les formes un peu plus sévères, on va utiliser plutôt
en forme intraveineuse. Pas de place pour les immunoglobulines dans le DRESS. Un traitement symptomatique des défaillances d'organes. Attention des atteintes cardiaques qui peuvent aller très loin, jusqu'à la myocardite des patients chez qui ils se retrouvent sous ECMO. Également, ça peut aller jusqu'à l'hépatite fulminante. Et puis, lorsque vous avez des cytopénies, n'hésitez pas à faire un myélogramme, puisqu'on peut retrouver effectivement, dans certains cas, un syndrome d'activation macrophagique. La littérature, encore une fois, sur les traitements, elle n'est pas non plus très abondante, vu l'incidence, la prévalence. Un travail en cours sur cyclosporine versus stéroïdes est en cours en Californie. Alors voilà, je termine sur la toxidermie, en tout cas sur le DRESS. Ça inquiète beaucoup l'HS, puisque comme tu vois, c'est souvent mal diagnostiqué. Et donc l'idée, c'est d'avoir un réseau de soins pour pouvoir adresser ces patients, lorsqu'on a un doute, vers des centres experts pour pouvoir les prendre en charge au mieux. Et encore une fois, pour ce qui est des toxidermies en général, il faut identifier la lésion élémentaire, la lésion dermatologique, faire un diagnostic et faire appel aux centres experts dans ce contexte-là. Sans transition, vos smartphones, s'il vous plaît. On va passer à un autre cas clinique. Encore une fois, je dis que c'était un peu dense, mais pour parler d'éruption cutanée. Bon, plus dans nos services, la R34 ans qui a une sleeve gastrectomie au bloc opératoire, on l'induit par du Sufinta, du Propofol, du Rocuronium. Elle est corps maquin, à 5 minutes, elle est hypotendue comme vous voyez, elle est tachycarde et puis elle a une éruption cutanée, elle commence à mal respirer. Bon, c'est un peu simplexe, mais j'aimerais votre avis. Est-ce que c'est une réaction anaphylactique de grade 4 selon Rigg-Messner? Est-ce que c'est un syndrome du choc toxique? Est-ce que c'est un angioedème bradykénique? Est-ce que c'est une réaction de type 3? Ou est-ce que c'est un DRESS au rocuronium? Bon, je vois que c'est assez unanime quand même. Je vais passer, puisqu'on a 60 réponses et 85% de bonnes réponses. Alors, encore une fois, on ne va pas faire un topo sur le choc anaphylactique, mais vous avez effectivement raison. Je vous ai juste remis effectivement la classification. Ce n'est pas un stade 4, parce que le stade 4, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Nous sommes effectivement dans un grade 3. Encore une fois, on ne va pas faire un topo là-dessus. Il y a un excellent topo, il y a une excellente journée, une session spéciale vendredi après-midi, si vous êtes intéressé sur le choc anaphylactique, pour vous dire un peu tous les traitements à mettre en place. Et puis, je voulais juste rappeler quand même une aide cognitive qui est pas mal de l'ASFAR, elle est sur le site, notamment pour le choc anaphylactique au bloc opératoire, qui est plutôt bien fait. Voilà. On avance. Alors juste, j'ai pas fait de sondage, mais là, si je vous dis que ce patient de 74 ans, il vient de recevoir de la vancomycine et il a ça, vous pensez à quoi ? Merci beaucoup. Donc une petite diapo quand même pour en parler, puisque ça arrive assez fréquemment finalement. C'est secondaire à une libération d'histamine ou d'autres médiateurs en lien avec cette toxicité intrinsèque de la vanco. Alors on appelait ça à l'époque le Mississippi Mud, vraiment des impuretés importantes. Alors effectivement, ça donne des éruptions du visage et du cou, la partie supérieure du torse et un prurite. Ça peut aller jusqu'à l'angioedème et l'hypotension artérielle. Et globalement, ça apparaît lorsque vous les mettrez trop rapidement et ça apparaît entre 4 et 10 minutes lorsque vous faites un flash. Donc, il ne faut pas faire effectivement d'administration rapide de vancomycine. Le traitement, ça va être effectivement, on ne va pas forcément interdire cette molécule, on va injecter plus lentement, plus ou moins associer des antihistaminiques. Attention quand même, on ne sous-estime pas un diagnostic différentiel, un véritable choc anaphylactique. Voilà, donc attention quand même lorsque vous avez ce type d'éruption. On avance. Encore une fois, vos smartphones. Monsieur V, 26 ans, il est amené aux urgences pour un tableau de choc. Vous voyez, il est tachycarde, il est hypotendu. Il est hypertherme malgré le paracétamol qu'il mange depuis 3 jours. Il est claqué depuis 4 jours. Et il a ça. Est-ce que vous pouvez prendre votre smartphone et me répondre à cette question? Qu'évoquez-vous en prenant attention? Un purpura rhumatoïde de l'adulte jeune, il a 23 ans. Est-ce que c'est un purpura fulminance? Est-ce que c'est un syndrome de Clarkson? Est-ce que c'est un DRESS? Ou est-ce que c'est une primo-infection VZV? Bon, j'ai fait un peu semblant j'ai fait exprès effectivement de faire simplexe, mais voilà, il faut que ce soit percutant. Hein. Le purpura fulminance de l'adulte, voilà, c'est extrêmement important d'avoir ce diagnostic. C'est rare, hein, c'est moins de 5% des causes de choc septique de l'adulte. On pense souvent au méningocoque, on pense un peu moins au streptocoque pneumoniae, mais il est aussi important. Faites des hémocultures lorsque vous traitez, puisqu'elles sont positives dans 2 tiers des cas.
Vous pouvez même faire des biopsies, alors ça c'est moins souvent, mais si vous faites des biopsies d'une lésion cutanée, vous trouverez un tapis de bactéries. Chez l'adulte, contrairement à l'enfant, il y a peu ou pas de symptômes neurologiques, et comme vous savez, le traitement c'est des C3G sans délai. On va faire un isolement respiratoire et un signalement à l'ARS, et puis on va prendre finalement ce patient, comme tout patient, en choc septique, mais attention parce qu'ils font souvent des défaillances d'organes, des défaillances cardiaques, et attention à ce fameux syndrome de Waterhouse-Friderichsen, qui est effectivement les nécroses des surrénales avec cette atteinte des surrénales. Damien Contout de Argenteuil avait publié en 2018 un papier avec en rétrospectif sur 16 ans 300 patients qui étaient venus en réanimation pour un purpura fulminans. La mortalité elle est quand même extrêmement importante, 41%, et puis lorsqu'on survit, 30% des patients sont amputés, donc c'est extrêmement sévère. Et encore une fois, pensez bien au pneumocoque, parce que le pneumocoque, alors vous voyez ici sur le tableau, là, sur le graphique, les morts, les survivants et les amputés, le pneumocoque, beaucoup de décès et beaucoup également d'amputations. Dans cette cohorte, effectivement, attention à dysfonction cardiaque, puisque 70% des patients en avaient une dans ce travail. J'avance pour essayer effectivement d'être le plus complet. C'était un cas qu'on avait eu dans le service, un patient qui avait 50 ans, qui avait fait un team building à Tunis et était revenu en état de choc à Charles de Gaulle et qui n'avait pas vraiment de grands signes cliniques, hormis effectivement ce bras un petit peu avec un temps de collation augmenté et puis un peu de rupture cutanée, mais pas grand-chose. Il était vraiment en défense multiviscérale. Et donc, on l'a pris en charge dans ce contexte au bloc opératoire sur l'indication du bras, avec de la nécrose partout. Malheureusement, ce patient est décédé à moins de 48 heures de la prise en charge. Si je vous évoque ce cas, vous pensez à quoi? Vous pensez à un LAIEL, un purpura fulminans. Vous pensez à un syndrome de choc toxique qui va compliquer une dermatopoïémie bactérienne nécrosante. Est-ce que c'est une fièvre hémorragique virale? Est-ce que c'est un choc anaphylactique? Vous êtes fort. Effectivement, 88%, 89% de choc toxique dans le cas de dermatopoïémie bactérienne nécrosante, de DHBN. Alors, l'idée, c'est de parler surtout du choc toxique, puisque la DHBN, on sort un petit peu du cadre de l'éruption cutanée, quoique. En tout cas, c'est une urgence dermatologique, une urgence médico-chirurgicale, avec une chirurgie en urgence pour débridement des tissus nécrotiques, avec une antibiothérapie probabiliste à large spectre, des soins de support d'organes de réanimation, et puis pas de place dans la littérature vraiment pour l'oxygénothérapie hyperbare ou les immunoglobulines. Et surtout, effectivement, l'adjonction d'un agent antitoxinique, parce qu'effectivement, il faut évoquer le syndrome du choc toxique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la production d'exotoxines super antigéniques induisant une activation du système immunitaire avec production de cytokines pro-inflammatoires in fine responsables de défense d'organes. Les deux germes qu'il faut penser, bien évidemment, c'est le Streptococcus pyogenes, le streptoa, qui est le plus souvent en lien avec une DHBN. Mais il faut également penser bien sûr au staph doré, qui est responsable de chocs menstruels ou non menstruels. Je vais y revenir. Alors dans les deux cas, quand vous voulez du staph ou du streptocoque, dans le choc toxique, on a des tableaux de défense de fièvre, de tableaux de défense multiviscérale d'état de choc, et on a surtout du rash cutané, alors assez diffus avec l'érythrodermie, surtout pour le staph, mais aussi effectivement pour le streptocoque, avec même lorsque vous avez le staphylocoque, la fameuse desquamation des mains qui survient globalement la deuxième semaine de prise en charge. Alors, c'est important, je pense, de parler, même si c'est assez rare, du choc, du syndrome de choc toxique menstruel. Encore une fois, Damien Contout avait publié vraiment la plus grosse cohorte, quand même 100 patientes qui étaient hospitalisées en réanimation dans ce contexte-là. Et puis, souvent, voilà, c'est grave, ça fait un grand bruit. C'est des sujets jeunes qui n'avaient pas d'antécédents dans cette cohorte. Dans la cohorte, c'était 100% d'utilisation de tampons. La patiente était plutôt grave, 31 de SAPS et des sofas à 6. Et puis le rash, effectivement, le rash cutané était présent dans 90% des cas dans ce travail. Heureusement, la mortalité était nulle dans cette cohorte. En termes de traitement, il faut éradiquer la source de production de toxines, ce qui veut dire qu'on peut localiser en faisant des scanners si besoin. Dans le cas du choc toxique, staphylococcique menstruel, il faut déposer le tampon, le stérilet, la coupe menstruelle et faire des prélèvements à la recherche de staph doré. Pour le non menstruel, c'est souvent en lien avec la chirurgie
notamment des drainages, une reprise chirurgicale pour drainage, des packings, des bridements de tissu nécrotique et vraiment des drainages d'abcès. Et puis pour le choc toxique, streptocoxique, on revient plutôt à la case DHBN. Et donc là, le traitement, il est le débridé sur le plan chirurgical. Et pour les antibiotiques, eh bien, lorsqu'on prend le staph, eh bien, en France, on va plutôt utiliser dans le staph d'Auremétiès plutôt la céphaloline. Et puis, si vous avez du SARM, ce qui est de plus en plus rare, plutôt la Vanco ou la Dapto. Et puis, si vous avez du Streptoa, eh bien, plutôt de la Mox. Et puis, lorsque c'est associé avec des DHBN, eh bien, on aura plutôt en probabiliste une antibiothérapie un peu plus large. Voilà. Et bien sûr, en l'associant avec un agent antitoxinique. Historiquement, plutôt la clindamycine, mais le linezolide a les mêmes effets intéressants antitoxiniques et potentiellement très intéressant à utiliser à la place de la clindamycine. Voilà, donc j'ai terminé. Vous voyez, comment dire, c'est une conclusion, c'est quand même c'était assez vaste. Donc, encore une fois, j'ai pris le parti pris de faire les urgences dermatologiques. Juste, voilà, important, on élimine toujours une cause infectieuse. C'est pas grave si vous faites des C3G, vous êtes trompé de diagnostic, mais c'est pas grave. Mais au moins, voilà, il faut que ce soit cortico-sous-cortical, le purpurafilmance par exemple. En étiologie médicamenteuse, donc important l'anamnèse, l'examen clinique. Et là, n'hésitez pas à solliciter nos collègues dermatologues qui sont effectivement qui vont faire un examen dermatologique parfait. Examen extracutané extrêmement important également. On va arrêter les médicaments au moindre doute, faire des biopsies. Alors, les dermatologues adorent les biopsies, donc on va faire des biopsies, c'est extrêmement important. Et la prise en charge, elle est multidisciplinaire, hein, donc le dermatologue, l'anesthésiste réanimateur, l'infectiologue, c'est extrêmement important. Et dernière slide pour vous dire, ça va peut-être vous rappeler quand vous étiez étudiant, mais c'est important de faire des frises chronologiques parce que ça aide beaucoup. Alors, les dermatologues aiment beaucoup, mais c'est vrai que, eh bien, en fonction de la demi-vie, des molécules, etc., on va pouvoir arrêter les médicaments imputables. Et effectivement, c'est très précieux en fonction de la date index, J-1, J-2, voilà, en fonction de l'évolution clinique, de pouvoir imputer un médicament et infirmer un autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.